Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Claire Nouvian. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes fondatrice de l'association Bloom qui lutte contre la destruction de l'océan et la surpêche. Vous avez obtenu le prix Goldman en 2018. On considère que c'est l'équivalent du prix Nobel en matière d'environnement. On le disait à l'instant, ce 8 juin, c'est la journée mondiale de l'océan. L'océan, c'est 70% de la surface de notre planète, essentielle à la survie de l'homme, ne serait-ce qu'en production d'oxygène et de ressources. Je voudrais qu'on commence par un constat, si vous le voulez bien. Ce poumon bleu est en péril. Oui, on le dit, on le redit, mais malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Enfin, vous allez me dire, c'est le même sujet sur d'autres gros enjeux écologiques. On a vraiment toutes les données aujourd'hui. On sait que ça va mal. On sait quelle est la raison de ce mal profond. Il y a évidemment la pollution marine, mais les experts de l'IPBES, vous savez, c'est l'équivalent pour la biodiversité du GIEC, ont vraiment dit que la pêche industrielle était le premier facteur de destruction de l'océan. Donc, on n'a pas vraiment le choix que de juguler cette pêche industrielle qui est massive, qui se déploie sur tout l'océan. Il y a moins de 3% de l'océan qui est protégé aujourd'hui. Donc, c'est une emprise qui est totale et qui a des conséquences vraiment désastreuses pour, comme vous disiez, notre poumon planétaire. L'océan absorbe au moins un quart de nos émissions globales de CO2 et a régulé, d'un point de vue historique, 93% de nos excédents de chaleur. Donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas se permettre de perdre ce grand thermostat planétaire, c'est le grand régulateur du climat. Et on perd aussi, et ça c'est bien ce qu'il faut comprendre, il faut bien lier la question écologique à la question sociale, parce que les pêches industrielles sont aussi en train de mettre en péril les équilibres des pêches artisanales qui, dans la plupart du monde, sont des pêches vivrières. Alors, on a des pêches industrielles qui captent la ressource avec des méthodes désastreuses, destructrices, pas du tout sélectives, qui détruisent et les habitats marins et la biodiversité, et en même temps les emplois et la sécurité alimentaire de bien des peuples autour de la planète. La mer fait vivre 1 milliard de personnes directement aujourd'hui en apport de protéines, 1 milliard de personnes sur la planète, 90% des populations de gros poissons déjà épuisées, 50% des récifs coralliens détruits, ce sont des chiffres de l'ONU. Ça, c'est la conséquence directe de la pêche industrielle, ou il y a eu d'autres facteurs? Non, vraiment, enfin, bien sûr qu'il y a des facteurs multiples, mais entre le changement climatique, la prédation directe, la destruction directe des écosystèmes par la pêche industrielle et l'absence de régulation, parce que la plupart de l'océan se retrouve aussi dans une zone internationale où la gouvernance est très faible et où les industriels ont fait main basse sur les ressources. Non, il y a urgence. Il y a urgence à comprendre qu'il n'y aura pas de solution climat sans l'océan et qu'une des mesures phares de tout ça, c'est de protéger l'océan. En grande partie d'ailleurs pour protéger les pêches artisanales, pour leur donner un espace où, dans la plupart des aires marines protégées, au sens strict, toutes les activités industrielles sont interdites, mais pas la pêche artisanale. Donc, si on veut aider les pêches artisanales au niveau mondial et même au niveau européen, vous savez que la compétition entre les gros et les petits, elle se fait aussi en Europe. Là où on perd des emplois en France ou en Europe, c'est évidemment dans le secteur artisan. Donc, l'urgence, c'est de protéger. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace pour restaurer les écosystèmes, pour restaurer la biodiversité et pour aider le climat et les pêcheurs. Avant de revenir sur les solutions, si on ne fait rien, le scénario catastrophe, c'est quoi concernant l'océan? Alors, le scénario catastrophe, je peux vous dire, parce que moi, j'ai grandi à Hong Kong et j'ai vu ce que c'était qu'un scénario catastrophe. Ils ont attendu qu'il n'y ait plus aucun poisson pour interdire les chalutiers. Donc, le chalutage de fond, vous savez, ce sont des techniques de pêche, des grands filets qui raclent le fond, qui ne sont pas du tout sélectifs et qui détruisent l'environnement marin. Et donc, sa productivité, à terme, bien sûr. Eh bien, à Hong Kong, on a attendu que les poissons qui étaient capturés dans les filets soient plus petits qu'une pièce de 2 € aujourd'hui. Donc, quand ils en sont arrivés là, les pêcheurs se sont mis à faire, en effet, du trafic. À l'époque, Hong Kong était britannique. Ils ont commencé à faire du trafic de drogue, etc. Et là, ils se sont dit, on va arrêter la pêche. Mais il y avait plus rien. On avait tout détruit. Donc, nous, en Europe, on veut quand même dire qu'on a mis en place... On s'est réveillé à temps. On a mis en place des mesures qui permettent au moins de stabiliser le drame, j'ai envie de dire. On a au moins maintenu les stocks de poissons très bas, mais on a arrêté le déclin. Maintenant, il va falloir reconstruire. Et pour reconstruire, il faut une volonté politique. Aujourd'hui, les lobbies industriels, malheureusement, tiennent vraiment la plume
des législateurs et en l'occurrence aussi notre président de la République. Alors la France possède le deuxième domaine maritime mondial derrière les États-Unis, hein, on le sait peu, 10 millions, un peu plus de 10 millions de kilomètres carrés. Est-ce qu'elle est à la hauteur de ces enjeux? Je crois que je connais votre réponse. Ah non, malheureusement, et en fait j'aimerais tellement vous dire le contraire, j'aimerais tellement pouvoir concentrer mes heures de travail quotidiennes à autre chose que de me battre contre mon pays, dont le gouvernement malheureusement nous a vraiment menti. Et de façon intentionnelle. Vous savez, depuis 2019, Emmanuel Macron répète et est applaudi. Il a fixé des objectifs ambitieux. Il répète qu'on va protéger 30% de notre territoire marin, dont 10% en protection forte. L'Union internationale... C'est un statut particulier, là. Et voilà, l'UICN, vous savez, l'Union internationale pour la conservation de la nature, a bien clarifié qu'une aire marine protégée ne peut être appelée protégée que si elle interdit toutes les activités industrielles. La pêche, les extractions, les installations industrielles. Donc, quand le président dit on va protéger 30% de notre territoire marin, applaudissements, bravo, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et donc, ça veut dire qu'on interdit toutes les activités industrielles dans 30% de notre territoire marin et qu'on permet, par contre, la pêche artisanale. Et quand on dit et quand il promet qu'on va protéger 10% en protection forte, ça veut dire que dans ces zones de 10%, il n'y aura aucun prélèvement humain. Et c'est évidemment, vous imaginez bien, ce qu'il y a de plus efficace pour restaurer l'océan. Les chercheurs ont montré que dans une zone vraiment parfaitement protégée, sans même de prélèvement artisanal, la biomasse des poissons était 670% supérieure aux eaux qui n'étaient pas protégées. Donc si on veut mettre un gros coup de boost à la restauration de la santé de l'océan, c'est dans des zones intégralement protégées. Eh bien, ce que le président a fait, alors qu'il préparait son discours de Marseille, vous savez, le 16 avril, dans l'entre-deux tours, il a parlé de planification écologique pour ramener à lui l'électorat très hésitant écologiste. Eh bien, le 12 avril, un décret gouvernemental était signé qui détruisait la notion de protection. En fait, protéger, ça doit vouloir dire sauvegarder, mettre à l'abri, etc. Préserver, eh bien, là, ça veut dire exploiter. Parce que dans le décret du 12 avril, que nous, aujourd'hui, nous engageons une procédure formelle, un recours contre ce décret. Parce que ce décret dit qu'en fait, on n'aura pas d'aire marine protégée. Il n'y aura pas d'aire marine protégée. C'est un gruyère avec des énormes trous qui sont prévus pour laisser passer les activités industrielles dans toutes les aires marines protégées, y compris dans les zones qui sont supposées être parfaitement sanctuarisées. C'est un danger, je ne saurais pas insister assez pour vous dire à quel point ce danger est majeur. Parce que comme vous le disiez, la France est le deuxième territoire marin au niveau mondial. Donc, ça a un impact déjà direct sur l'océan. Mais vous imaginez bien que la France, qui est donc la première puissance maritime au niveau européen, si la France définit à sa sauce la notion de protection, mais alors ça veut dire qu'on va niveler vers le bas déjà toute la protection au niveau français, mais aussi au niveau européen international. C'est calamiteux. C'est pour ça que Bloom se mobilise et attaque ce décret. Donc, pour essayer de simplifier, vous accusez le gouvernement de ne pas participer à la protection de zones importantes qui devraient être interdites à la pêche industrielle. Je fais simple, d'aucuns pourraient vous dire que de cette pêche dépendent des emplois, des familles. Mais alors déjà, que ça aurait des conséquences sociales importantes. Nous accusons avec Bloom, puis des citoyens, le gouvernement non seulement d'avoir menti sur la protection. Il ne fallait pas protéger et dire qu'on allait protéger 30% de notre territoire marin si en fait on avait l'intention de laisser passer toutes les activités industrielles les plus impactantes. Mais on les accuse aussi d'intentionnalité, c'est-à-dire qu'il y a un mensonge dans tout ça. À partir de 2019, avoir répété à l'envi, avoir reçu des titres de champion de la terre, de la mer et que sais-je, pour avoir en fait instrumentalisé et avoir une intentionnalité d'escroquerie, parce qu'en fait il a bien attendu le lendemain du premier tour pour signer ce décret, vous comprenez? Donc on est resté dans ce flou pendant toutes ces années. Tout le monde a dit bravo. Pourquoi? Parce qu'il y a une définition très claire de ce que ça veut dire protéger. Parce que l'UICN a dit protéger, c'est pas d'activité industrielle. Donc c'est vraiment machiavélique. Donc c'est plus grave que de juste dire vous faites pas le job et c'est pas bien. C'est de dire il y a une intentionnalité et c'est une forme d'escroquerie d'avoir promis quelque chose en ayant organisé. Vous savez, au moment du One Ocean Summit, Emmanuel Macron, avant les élections présidentielles, a organisé un sommet à Brest cet hiver. Et voilà, il a annoncé le 11 février, on va protéger, voilà, tout va bien, on augmente la part de zones qui sont sous protection forte. Alors qu'en fait, depuis une semaine, le décret qui redéfinissait à la baisse ce que ça veut dire de protéger fortement était déjà préparé. Donc vous voyez, c'est machiavélique. Ça se fait pas. Ça ne se fait pas, parce que ça, c'est un mensonge. Mais aussi,
Quand les industriels disent « nous, ce sont des emplois », si vous enlevez la pêche industrielle des zones protégées, d'abord, c'est irresponsable d'un point de vue climatique. Il se trouve que les pêches industrielles, ce sont les plus impactantes d'un point de vue climat. Et elles n'existeraient pas sans les subventions publiques. C'est bien ce qu'il faut se dire. C'est que vos impôts, mes impôts, permettent à la pêche industrielle d'exister. En fait, la pêche industrielle, ce sont des engins qui sont lourds, qui sont tractés. Pour attraper le premier poisson, ça a besoin de beaucoup de gasoil. Donc, alors, je ne vous dis pas qu'en ce moment, évidemment, avec l'augmentation des prix du baril, on se retrouve dans une espèce de dépendance structurelle qui finit par peser si lourd dans le chiffre d'affaires que là, on rajoute des aides publiques. Mais donc, sans aide publique, cette pêche, elle reste à quai. Donc, en fait, aujourd'hui, entre des écosystèmes qui sont fragiles, qui ont besoin d'être protégés, de la pêche artisanale qui est déjà une solution d'avenir, qui a déjà inventé ce que c'est que la pêche durable. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Avoir des métiers, ce qu'on appelle des engins à faible impact, ça existe. Il suffit d'encourager tout ça, et ça demande de la volonté politique. Et donc, de se libérer d'un lobby breton incarné quand même par Jean-Yves Le Drian depuis très longtemps, Richard Ferrand, etc. À propos de volonté politique, en quelques mots, on est à quelques jours des élections législatives. Votre association Bloom a fait circuler une charte océan auprès des candidats. En quelques mots, parce que le temps nous manque, que contient-elle et par qui a-t-elle été signée? Alors, la charte pour l'océan de Bloom a 10 points prioritaires qui permettrait de sortir de la voie de garage dans laquelle on s'est mise, qui est une voie absolument catastrophique de destruction des emplois, des finances publiques et de l'écosystème, et donc zéro solution climat. Et elle a été, pour l'instant, endossée massivement par la France Insoumise, EELV évidemment, et zéro engagement du côté, évidemment, de la majorité présidentielle. L'appel est lancé. Merci beaucoup, Merci à vous d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. Et donc, on peut retrouver vos travaux, bien sûr, sur le site de l'association Bloom, qui lutte donc, on l'a compris, contre la destruction de l'océan et la pêche industrielle, à l'occasion donc de ce 8 juin, journée mondiale pour les océans, ou l'océan tout court. Merci encore. Bonne journée à vous.